raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'un crime passionnel. À mon sens, le plus intéressant des crimes. Parce que tuer par amour est le crime qui vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que j'en serais capable, moi aussi? Suis-je capable de tuer par déception amoureuse? Il s'agit d'un assassinat commis en 2016 dans cette région du département du Nord qu'on appelle l'Avesnois, pas très loin de Maubeuge. L'assassinat de Pascal Navroki. Histoire que je débrieferai avec maître Benoît Cousin du barreau de Lille, avocat de la partie civile. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Ça se passe en novembre 2016, un samedi soir, à Solre-le-Château, dans le Nord, dans la région de Maubeuge, dans une ferme où vivent Pascal Navroki, 29 ans, et sa petite amie Laura, 18 ans. La pendule vient de sonner 9h30. Pascal et Laura s'apprêtent à passer à table. Quand soudain, dehors, les chiens se mettent à aboyer. Putain, c'est quoi ce bordel? J'en sais rien, moi. Ok, bouge pas, je vais aller voir. Pascal sort dans la cour de la ferme, et juste après, Laura se précipite dehors, et elle trouve Pascal étendu sur le sol, couvert de sang. Elle se penche. « Pascal! Pascal, mon chéri! Tu m'entends ?» Il y a du sang partout. Elle l'appelle et il ne répond pas. Elle devrait voir qu'il est mort. Mais elle se dit que peut-être on peut encore le sauver, alors totalement paniquée, elle appelle les pompiers. Oui, une ferme, à Solre-le-Château, au hameau de l'Épine. Vous voyez le long de la départementale. Faites vite, ça s'est passé il y a 5 minutes. Ensuite, elle appelle les gendarmes et le frère de Pascal, Vincent. C'est horrible, Vincent. On lui a tiré dessus devant la ferme. Oui, je crois qu'il est... Enfin, je sais pas. Les pompiers sont en route. Vincent, le frère, habite à 10 minutes. Quand il arrive sur place, les pompiers sont déjà là. Et dans la foulée, arrivent les gendarmes. On est désolé, messieurs, dames. Il n'y a plus rien à faire. Votre petit ami et votre frère est décédé. Les gendarmes ont appelé le médecin légiste, qui ne tarde pas à arriver. Les légistes ne viennent pas toujours sur place, mais ils préfèrent en général voir le corps en situation. Bon, c'est un coup de fusil de chasse, hein. Vous voyez les plombs là tout autour de la plaie, c'est caractéristique, hein. Un seul coup de feu, docteur? A priori, oui. Il est mort sur le coup. Tiré à quelle distance, vous en avez une idée? Faible distance, hein, je dirais 4 mètres maximum. Ok, les gars, on fait le tour de la ferme. Au bout de quelques minutes, un gendarme appelle. Oh, venez par là, dans la grange. On a une vitre cassée ici. Sous la fenêtre, le sol est jonché de débris de verre. Les gendarmes se disent donc que c'est là qu'était posté le tireur et que c'est de là qu'il a tiré sur Pascal Navroki. De là qu'il l'a abattu comme un chien. Pendant ce temps-là, Laura fait une crise de nerfs, elle pleure, elle hurle, et quand les pompiers vont lui parler, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'elle raconte. Bon, elle nous fait une crise de nerfs, la pauvre. Faut qu'on la conduise à l'hôpital. On peut pas la laisser comme ça. Pendant ce temps-là, les gendarmes échafaudent les pistes possibles. Ça pourrait être un rôdeur. Un gars qui circule armé. On va savoir si il va pas récidiver d'ailleurs. Donc on va sécuriser la zone, hein, au cas où il reviendrait. L'idée du rôdeur tient la route, rien n'a été volé, pas de traces d'effraction, hormis cette vitre cassée. Et c'est là que le frère s'approche des gendarmes. Faut que je vous dise quelque chose. Mon frère,
Il n'était pas tranquille ces derniers temps. Il m'avait même demandé si je pouvais l'aider à se procurer une arme. Je lui avais dit que c'était impossible. Alors vous savez ce qu'il faisait? Il se déplaçait tout le temps avec une hachette sur lui. Intéressant. Autre chose qui pourrait nous aider, monsieur? Non? Voici. Il y a 2 semaines, il a retrouvé ses chats morts. Et le vétérinaire lui a dit qu'ils avaient été empoisonnés. Et puis plus grave encore, il y a 1 semaine, les 2 voitures de Pascal, mon frère, ont brûlé devant la maison. Donc ça n'est sans doute pas un rôdeur, mais quelqu'un qui en voulait à Pascal Navroki. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la victime? Écoute, il vendait des fromages sur les marchés. C'est un gars qui aimait la nature. Il faisait aussi de l'équitation. Sa petite amie, un peu plus jeune que lui, non? Ouais. Laura Paradis, nationalité belge. Elle a 18 ans aujourd'hui, lui en avait 11 de plus. Et elle fait quoi dans la vie, cette Laura? Elle est élève infirmière. Le couple allait bien? Ouais, d'après ce que j'ai compris, c'était le grand amour. Les parents m'ont dit qu'ils projetaient d'avoir un bébé. Le gars avait été présenté aux parents de la fille, voilà. L'entourage a des pistes, une idée de qui a pu faire ça? Non, pour l'instant, ils disent qu'ils comprennent pas. Ils disent que le type avait pas d'ennemis, que c'était un type calme, généreux, serviable. Donc non, ils ont aucune piste. Ils n'avaient pas d'ennemis? On en est sûr de ça? Les gendarmes décident d'entendre le frère, Vincent, qui est venu sur place la veille. Et lui, il a sa petite idée sur qui a pu tuer Pascal. Moi, je suis certain que c'est Thomas qui a fait ça. Thomas, vous dites? Qui est-ce? C'était l'ancien meilleur ami de Pascal. Et il lui en voulait beaucoup. Il lui en voulait de quoi? De lui avoir pris Laura. Avant d'être avec Pascal, il y a quelques semaines, Laura était avec Thomas. Ça a duré 2 ans. Oui, 2 ans. Et quand elle l'a quitté pour Pascal, ils sont brouillés tous les deux. La jalousie donc, comme moteur de ce crime? C'est du déjà vu, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Les gendarmes se mettent donc sur la piste de ce Thomas, sans aller le voir lui directement, pour l'instant en tout cas. Ils commencent par se rencarder auprès de l'entourage. Et on leur dit qu'effectivement, les deux, Pascal et Thomas, étaient très amis avant. Même si Thomas n'a que 23 ans, 6 ans de moins que Pascal. Avant, ils étaient tout le temps ensemble. Tout le temps. Des inséparables. Ils faisaient la bringue ensemble, ils se voyaient toutes les semaines. Pour vous dire, Pascal, il allait déjeuner tous les dimanches chez les parents de Thomas. Et le père de Thomas, il considérait Pascal un peu comme son autre fils. Je dirais que c'était une amitié presque fraternelle, vous voyez. Et puis voilà, tout ça s'est arrêté du jour au lendemain. Quand Laura a laissé tomber Thomas pour Pascal. Oui, c'est ça, oui. L'entourage raconte que Thomas a découvert que Laura s'était mise avec Pascal via son compte Facebook, quand un jour elle a posté une photo sans ambiguïté. Bon, ça faisait un moment qu'il se doutait de quelque chose, il voyait bien que les deux s'étaient rapprochés, mais la photo en quelque sorte a officialisé les choses. Et Thomas a vécu ça comme une trahison. Bref, elle est bien intéressante, cette piste du meilleur ami qui se venge. Puisqu'il est désigné par pas mal de monde, il est peut-être temps de l'entendre, ce Thomas. Il habite pas très loin, à 10 km. Les gendarmes le convoquent. Bon, alors vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis ouvrier agricole en Belgique, sur une exploitation qui fait de la pomme de terre.
Vous n'êtes pas sans savoir que votre ami Navroki Pascal a été assassiné. Son entourage évoque des dissensions entre vous. J'imagine que vous connaissez le contexte. Oui, on était fâchés. Et pour une bonne raison, je crois, non? C'était mon ami, il m'a trahi. On a toujours un peu de mal à pardonner ça, non? Mais bon, depuis j'avais tourné la page. Moi, j'y suis pour rien dans sa mort. Je vais quand même pas me foutre ma vie en l'air, hein, pour un mec et une gonzesse. Honnêtement, vous le verriez là, dans ce bureau de gendarmerie, ce Thomas, vous lui donneriez le bon Dieu sans confession. Il est calme, il a l'air sincère, on a envie de le croire. Et il n'a pas en plus ni la tête ni le comportement de quelqu'un capable de tuer d'un coup de fusil de chasse son ex-meilleur ami. Mais les gendarmes, voyez-vous, des formations professionnelles, savent qu'on ne peut pas se fier à la binette d'un suspect. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, monsieur? Hier soir, j'étais chez moi, enfin chez mes parents. Et ce qu'on a fait, on a regardé la télé. On a regardé Danse avec les stars, en famille. Danse avec les stars, d'accord. Vous avez regardé le programme du début à la fin? Vous sauriez nous le raconter? Oui, oui. Il est parfaitement capable. Il se souvient qu'un candidat a fait une chute à tel moment de l'émission. Il sait qui a été éliminé à la fin. Et il avait même sa chouchou, Camille Lou. Je sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Elle est de la région. Elle est de Maubeuge. Dans la foulée, un gendarme se tape tout le replay du numéro de Danse avec les stars de la veille. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Tout ce qu'il nous donne comme élément est confirmé par le visionnage de l'émission. Moi, je pense qu'il nous balade pas. Laura quitte l'hôpital où elle avait été admise le lendemain du crime. Et les gendarmes l'entendent dans la foulée. Elle commence par leur raconter comment ça s'est passé, les chiens qui aboient, Pascal qui sort et le coup de fusil. Et elle aussi, elle a une piste. Moi, je pense que c'est Thomas qui a tué Pascal. J'en suis sûr même. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lui? On a dû vous dire que j'étais avec lui? Et après que je me suis mise avec Pascal? Oui, on nous l'a dit, en effet. Il l'a mal digéré. Vous êtes au courant qu'il a empoisonné les chats de Pascal? Et les miens aussi, il l'a empoisonné. Pour vous dire les choses, mademoiselle, nous avons interrogé ce garçon, ce Thomas. Bon, d'abord, il a un alibi. Et ensuite, un garçon qui a l'air calme, hein, qui a l'air posé. Thomas, un mec posé. Non mais vous plaisantez. Il m'a fait vivre l'enfer tout le temps que je suis resté avec lui. Qu'est-ce que vous voulez dire par enfer, mademoiselle? C'est un manipulateur, Thomas. Et violent, avec ça, il me frappait à coups de poing. Il m'obligeait à baiser quand il avait envie et moi quand je voulais pas. Alors, non, c'est pas un mec posé. Vous aviez des relations avec Navroki Pascal alors que vous étiez encore avec Thomas? Des relations comment? Des relations sexuelles, mademoiselle. Vous voulez dire si j'ai trompé Thomas avec Pascal? Non. C'est venu après notre séparation. Attention, hein, j'ai pas quitté Thomas pour Pascal. J'ai quitté Thomas parce qu'il se comportait pas bien avec moi. Et que je pense qu'en plus, il me trompait. Et après, plus tard, genre un mois après,
je me suis mise avec Pascal. Vous venez de dire que Thomas vous trompait. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Enfin, je sais pas. Je sais pas si on appelle ça tromper. Il allait voir des putes. Des putes, quoi. Elle raconte qu'elle a trouvé dans sa poche une liste de numéros de téléphone qui correspondaient à des prostituées. Et que ça a été le prétexte de la rupture. Ok. Elle raconte aussi 2 incidents, déjà connus des gendarmes, et qui accréditent l'idée qu'il y avait beaucoup de rancœur entre les 2 garçons. L'épisode des chats empoisonnés et l'incendie récent des 2 voitures de Pascal. C'était beaucoup plus qu'un incendie, vous savez. Parce que Pascal, il a été réveillé par une explosion. Sur le moment, il n'a pas compris, mais c'est après qu'il a réalisé. Parce que quand le feu a été éteint, vous savez ce que les gendarmes ont trouvé dans la voiture? Non, mais vous allez me le dire. Des bûches. Des bûches de bois. Et dans les bûches, figurez-vous que dans des trous, il y avait des cartouches de fusil. Ça aurait pu tuer quelqu'un si ça avait explosé devant lui. L'explosion que Pascal a entendue, ça venait de là. Et puis il nous a menacés aussi, on vous l'a dit ça? Allez-y, on verra. Eh ben, un soir, Pascal, il est venu me chercher chez mes parents. Et sur la route, on l'a croisé, Thomas. Et il nous a fait un signe comme ça, vous savez, qu'il allait nous trancher la gorge. Il a passé sa main dans son cou comme ça, en travers. C'est un taré, Thomas. Je vous dis que c'est un taré. C'est peut-être un taré, mais on rappelle que le soir du crime, il a un alibi. La soirée de Danse avec les stars. Et je vous rappelle que ses parents et sa sœur ont confirmé. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui colle pas. Le coup fatal pour Thomas est porté par son beau-frère, le mari de sa sœur. Entendu par les gendarmes, il est le premier de la famille à le lâcher. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous intéresser. Il n'y a pas longtemps, on avait un repas de famille chez mes beaux-parents. Et Thomas, il était là. Et à table, il a raconté, tranquille, qu'il avait empoisonné les chats de Pascal. Et aussi qu'il avait brûlé les voitures. Et même qu'il avait coincé des cartouches dans les bûches qu'il avait jetées pour qu'elles explosent. Ah ouais? Ça commence à faire beaucoup. C'est à se demander si ce Thomas a vraiment regardé Danse avec les stars le soir du crime. La coupe est pleine quand le frère de Pascal, Vincent, vient raconter aux gendarmes quelque chose qu'il avait omis de dire jusqu'à présent. Le soir, mon frère a été tué. Quand je suis arrivé à la ferme, j'ai croisé une Peugeot blanche sur la route. Il y avait 2 personnes dedans, j'ai pas pu voir leur tête. Mais vous savez ce qu'ils ont comme voiture? Thomas et son père? Eh ben, une Peugeot blanche. Les gendarmes vérifient, et c'est vrai. Si on considère, monsieur, que Thomas était dans la voiture, est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être le second, puisque vous dites qu'ils étaient 2? Franchement, je vais vous dire, j'en suis pas sûr à 100%. Mais je pense que c'était son père qui était avec lui. Arnaud. Ça, c'est très intéressant, même si en l'état, ça n'est qu'une hypothèse. Parce que qui fournit un alibi à Thomas? Qui dit oui, il était devant la télé avec nous, on regardait Danse avec les stars? Sa mère, sa sœur et son père. Mais si le père était sur les lieux du crime, alors il est complice. Et peut-être que ni le père ni le fils n'ont jamais regardé Danse avec les stars. Ou alors, peut-être que c'est la mère qui leur a raconté le déroulé de l'émission. Un dernier détail qui ramène définitivement les gendarmes sur la piste de ce Thomas et de son papa. Ils sont chasseurs, tous les 2. Et donc ils ont des fusils sous la main
et des cartouches. Deux jours après l'assassinat de Pascal Navrocki, Thomas et son père sont placés en garde à vue et bien sûr interrogés séparément. Au début, l'un comme l'autre restent tanqués sur ce qu'ils disent depuis le début. « Je vous ai dit que Thomas, il a regardé la télé avec nous. Il était devant la télé. Il n'a pas pu commettre le crime, je vous jure. » Mais après 36 heures de garde à vue, le père finit par lâcher du lest. Et c'est le tournant de cette histoire. J'ai menti quand je vous ai dit qu'il avait regardé la télé avec nous. C'est pas vrai. Il n'était pas à la maison samedi soir. Je voulais le couvrir. J'ai déconné. Et vous, monsieur, vous étiez à la maison samedi soir? Pourquoi vous me demandez ça? Contentez-vous de répondre, monsieur. C'est moi qui ai amené Thomas en voiture chez Pascal. Il est donc bien complice, le père. Et il tente de se justifier comme il le peut. Mon fils était en pleine dépression depuis sa rupture avec Laura. Il se sentait trahi par lui, trahi par elle. Il allait très mal, il dormait plus la nuit, il pleurait souvent, et beaucoup. J'avais peur qu'il se suicide, vous comprenez? C'est pour ça que j'y suis allé avec lui. Monsieur, vous êtes en train de nous dire que vous saviez parfaitement ce que votre fils allait faire chez Navrocki Pascal? J'ai tenté de le raisonner, mais il insistait tellement que j'ai cédé. Mais vous saviez qu'il allait la battre? Non. Je vous jure, je ne savais pas. Je croyais qu'il voulait juste l'intimider. J'aurais jamais pensé qu'il allait le tuer. Je comprends pas, c'était un accident, je pense. Un accident. C'est-à-dire que le type voit son fils sortir de la voiture avec un fusil chargé, il entend un coup de feu, il voit le fiston revenir en courant, et il dit « ça serait un accident ». À ce rythme-là, moi ma tante on lui colle des roues, c'est un autobus. Ça n'est pas un accident, monsieur. C'est un meurtre avec préméditation. Autrement dit, c'est un assassinat. Ça vaut perpète. Bon, maintenant que le père a craqué, est-ce que le fils va suivre? La réponse est oui. Thomas Junio, je vous donne enfin son nom, passe à table. Et c'est bien la photo de Pascal et Laura sur Facebook il y a 3 semaines qui l'a rendu fou. Et oui, c'est aussi lui qui a empoisonné les chats et qui a mis le feu aux voitures. Le fusil qui a servi à commettre le crime, monsieur Junio, d'où vient-il? Moi, je suis allé le prendre chez mon grand-père. 3 jours plus tôt. Pourquoi être passé à l'acte ce samedi soir? Parce que je savais que le samedi soir, il était avec Laura. Je voulais qu'elle soit là. Je voulais qu'elle voie ça. Le rôle de votre père, maintenant, quel est-il exactement? Mon père, il m'a juste amené sur place, c'est tout. Il m'a laissé devant un champ, à l'arrière de la ferme. Et après, quand ça a été fini, il m'attendait, il m'a ramené. Rien de plus. Ça n'est pas votre père qui a tiré, vous en êtes sûr? Sûr? C'est moi qui a tiré. Pourquoi est-ce que vous avez tué votre ami Navrocki Pascal, jeune homme? J'étais vraiment dans la haine. Je pensais plus qu'à ça. Le soir où j'étais riche sur Pascal, c'est bête à dire, mais quand je me suis couché, j'ai dormi mieux. Je me suis senti mieux. Et cynique avec ça. Alors, comment est-ce que le père et le fils connaissent par cœur le programme de Danse avec les stars?
Eh bien, parce qu'ils l'ont regardé en rentrant en replay, pour se fabriquer un alibi. Jolie scène de famille que ce père et ce fils sur le canapé, regardant la télé, juste après un meurtre. Et le lendemain, le fiston a ramené le fusil chez papy. Et pour ne rien changer à leurs habitudes, papa et le fiston sont partis à la chasse. Ça aurait pu marcher. Les Junio auraient pu passer entre les gouttes si le frère de Pascal ne les avait pas croisés dans leur Peugeot blanche quand il a foncé vers la ferme après le crime. À l'issue de leur garde à vue, Thomas Junio est mis en examen pour assassinat et son père Arnaud Junio pour complicité d'assassinat. Et tous les deux sont placés en détention provisoire. Bon, je crois que chacun a compris le mobile, le petit moteur du fils, la jalousie et le sentiment de trahison qui l'ont rendu fou. Mais le papa, quel est son petit moteur au papa? Qu'est-ce qui fait que ce soir-là, sans hésiter, il accompagne son fils avec un fusil chargé chez son meilleur ami à qui il en veut tant? Pourquoi le père se met-il dans cette galère? Ne pas trop compter sur lui pour les explications. Il se contente de dire « Je ne voulais pas laisser tomber mon fils ». Mais il y a une hypothèse qui tient la route. Le père aussi s'est senti trahi. Parce que Pascal passait son temps chez lui, parce que Pascal était invité à la table familiale le dimanche, parce que Pascal était un peu son second fils, parce que Pascal, donc, l'a trahi lui aussi. En tout cas, c'est comme ça qu'il a dû le vivre. Comme une trahison familiale. Le procès des Junio père et fils s'ouvre en septembre 2020 devant la cour d'assises du Nord à Douai. Arnaud Junio, le père, comparaît libre. Il a été libéré sous contrôle judiciaire. Le fils, en revanche, Thomas Junio, débarque dans le box avec les pinces au poignet. Il est en prison depuis sa mise en examen. Et d'emblée, il fait profil bas. C'est vrai que j'ai vécu le fait que Pascal se mette avec Laura comme une trahison. Je leur en voulais tous les deux. Énormément. Monsieur Junio, est-ce que vous diriez que votre ami Pascal Navrocki méritait le sort qui a été le sien? Non, bien sûr que non. Bien sûr que c'est disproportionné. Bien sûr que c'est impardonnable. Quant au père, sa défense tient en une phrase. On laisse pas tomber son fils. On attend beaucoup de l'expert psychiatre dans ce dossier, pour tenter de comprendre comment un gars peut tuer son meilleur ami pour une histoire de corne-cul. Il n'est pas très étonnant que Thomas Junio et son père aient agi de concert dans cette affaire. Parce que dans la vie du fils, le rôle du père n'est pas neutre. Je dirais que le père a pratiqué sur son fils une surprotection paternelle, en quelque sorte, qui, au fil des années, a empêché l'autonomisation affective du fils. Ce qui amène à se tourner à nouveau vers le père. Monsieur Junio, on a toujours du mal à comprendre pourquoi vous conduisez votre fils vers le crime. Alors vous dites, je ne pouvais pas le laisser tomber. Ça veut dire que vous ne pouviez pas le laisser tomber dans sa démarche criminelle? Ben non. Moi, je l'ai conduit pour pas qu'il fasse de conneries. Vous noterez que ça n'est pas ce qui s'est passé. Oui, mais moi, je croyais qu'ils allaient s'expliquer entre hommes, rien de plus. Êtes-vous certain, monsieur? Parce que vous saviez pour l'empoisonnement des chats. Vous saviez pour l'incendie des voitures. Vous saviez que votre fils était dans une escalade. Le père est aussi mal barré que le fils. Les avocats de Thomas Junio posent leur ligne de défense. Thomas était dans une dépendance affective totale. Dépendance vis-à-vis de sa petite amie,
Laura, dépendance vis-à-vis de son meilleur ami, Pascal, et dépendant à l'égard de son père. Une relation en losange en quelque sorte, qu'il n'a pas su gérer dans la rupture. Alors maintenant, combien est-ce que ça coûte un assassinat passionnel comme celui-là ? 22 ans pour Thomas Junio, d'après l'avocat général, et 12 ans pour son père. Les jurés la suivent à peu près. Thomas Junio prend effectivement 22 ans et Arnaud Junio 10 ans. Thomas commence par dire « je vais faire appel » et puis il y renonce. Voilà pour cette histoire que nous allons débriefer maintenant avec vous, Maître Benoît Cousin. Vous êtes avocat au barreau de Lille. Dans ce dossier, vous défendiez les intérêts des frères et de la sœur de Pascal et de Laura, la petite amie qui est au cœur de ce drame. 20 ans pour le fils, 10 ans pour le père. Vous estimez que c'est la peine juste de cet assassinat ? C'est une peine qui apparaît assez proportionnée. Alors, 22 ans pour le fils, 10 ans pour le père. Moi, je considère qu'au-delà d'un certain nombre d'années, ça devient extrêmement abstrait. Pour des faits d'assassinat et de complicité d'assassinat, ça peut paraître peu, mais ce qui a décidé les jurés et les magistrats professionnels, c'est avant tout la reconnaissance des faits par le père et le fils, leur attitude devant le magistrat instructeur et puis à l'audience, et puis de façon générale des expertises qui laissaient entendre qu'il y avait une dangerosité qui n'était pas psychiatrique, c'est-à-dire que les faits auraient été commis avant tout au regard du contexte très particulier et aurait peu de chances de se réitérer. Pas de risque de récidive. Exactement. La peine correspond à ça. Je crois quand même savoir que les parents de Pascal, qui sont décédés, je crois, aujourd'hui, à l'époque, ont trouvé que c'était pas cher payé. La famille a estimé que c'était pas cher payé, effectivement. Les frères sont sortis de l'audience un peu furieux, en ayant l'impression qu'ils s'en étaient plutôt bien sortis. Et puis, passé ce moment d'émotion, avec un peu de recul, ils se sont rendus compte qu'en réalité, il n'y aurait jamais, à leurs yeux, de peine assez sévère, et que finalement, ça restait une décision qui n'était pas critiquable. Parce que j'ai commencé, les familles, ils savent faire la division par 2, donc ils disent, il prend 22, donc c'est 11. 11 font 8, fois 2 égale 4, dans 2 ans, il est dehors, quoi. C'est ça. Et puis, il y a la détention provisoire qu'il faut soustraire. Donc, ça peut être effectivement très rapide. Ça peut aller vite. Et d'ailleurs, ils avaient déjà déposé un projet d'aménagement de peine, le père et le fils, qui a été soumis à l'approbation des frères qui, évidemment, s'y sont opposés farouchement. Je m'en doute. Comment est-ce qu'ils se comportent ? Vous dites qu'ils sont plutôt compliants, comme on dit, au procès, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent les faits, ils se tiennent bien, le père et le fils ? Ils se tiennent plutôt bien, presque trop bien, parce que quand on connaît un petit peu ce par quoi ils sont passés et ce qu'ils ont pu commettre ensemble, on sait qu'il y a quelque chose qui est pas très authentique. En tout cas, moi, c'est ma vision d'avocat. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de phrases et il y a beaucoup de choses qu'on attendait qui arrivent, mais pas forcément avec l'émotion ou pas forcément avec la crédibilité de quelqu'un qui est dans un box de cour d'assises. Vous dites qu'ils sont froids, donc ? Je dis qu'ils sont froids, qu'ils sont même peut-être un peu calculateurs, et que au-delà de ce qui se dit, il n'y a pas grand-chose qui émane d'eux. Il y a des excuses, mais il y a très peu d'émotions, et il y en a aucun des deux qui va oser regarder la famille Navrocki dans les yeux durant chaque jour de procès. Pas un regard. Non. Les excuses, d'après vous, c'est parce que leur avocat leur a dit ça serait bien de s'excuser, c'est ça ? C'est une hypothèse. Ouais. Quelle est l'attitude de Laura au procès ? Parce que elle est donc au cœur du drame. Je suppose que c'est pas facile à porter pour elle. Elle est toute jeune en plus, au moment des faits. Au procès, elle doit avoir 22 ans dans ces eaux-là, 21 ans. C'est ça, c'est une jeune femme qui est presque immature, qui se différencie des autres parties civiles dans cette audience, parce que elle, c'est pas la colère qui émane d'elle principalement, c'est vraiment une jeune femme qui est extrêmement effrayée. C'est-à-dire que elle a vu déjà de quoi était capable son ex-petite amie, parce que c'est elle qui a trouvé Pascal Navrocki ensanglanté, c'est elle qui a vécu ses dernières secondes de vie, et elle s'est rendue compte évidemment que Thomas Junio était quelqu'un d'extrêmement dangereux, et puis suite à sa mise en examen et son incarcération, il a continué à tenter d'être en contact avec elle, c'est-à-dire que passant par le biais d'autres détenus ou par le biais des réseaux sociaux, il lui a envoyé des messages
pour lui dire que c'était pas terminé et que le concernant, il aurait bien voulu avoir une dernière explication avec elle. Alors, elle arrive à l'audience. Elle a failli ne pas venir parce qu'elle était évidemment très inquiète. Elle arrive à l'audience, elle est pétrifiée. C'est-à-dire que lui, d'une certaine manière, Thomas, il veut lui faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Ça fait partie de ses explications et c'est vrai que elle, légitimement ou pas, se sent un peu responsable forcément de ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est que c'est un gâchis monumental parce que des schémas du meilleur ami qui part avec la petite amie, ça arrive toujours. Ça arrive assez souvent, oui. Et on n'en termine pas toujours par un assassinat. Thomas Junio tue son copain Pascal pour faire du mal à Laura? Ouais, ça je le pense réellement. Plus que pour faire du mal à Pascal? Je pense que c'est plus tordu, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que il va pas tuer Pascal pour tuer Pascal, il va tuer Pascal parce qu'il sait que c'est ce qui va atteindre définitivement Laura. Pour expliquer le contexte en quelques secondes, Laura Paradis et Pascal Navrocki, c'est un peu deux écorchés qui se retrouvent à ce moment-là pour la première fois de leur vie avec un schéma stable, avec un amour réel, avec une relation où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de jalousie, et qui sont tous les deux pour la première fois très heureux. Et chacun vraiment va... Avec un projet de bébé, hein. Avec un projet de bébé, avec Pascal Navrocki qui retrouve de la stabilité, qui veut se relancer dans l'équitation, et elle qui, pour la première fois, se trouve face à un homme qui la frappe pas, qui l'abuse pas, etc., etc. Et quand il voit ça, Thomas Junio, je pense qu'il en veut beaucoup à son ami, mais au-delà de ça, il se dit, tiens, t'as peut-être trouvé mieux que moi, alors je vais tout détruire. Et le schéma récurrent avec les animaux qui sont empoisonnés, c'est la première fois qu'il s'attaque un peu à l'entourage, et puis il met le feu aux voitures. Il y a ces bûches dans lesquelles il met effectivement des cartouches. Ça, imaginez une bûche, s'il l'avait pas retrouvée, parce qu'ils en retrouvent plusieurs autres après dans le tas de bois, vous retrouvez pas la cartouche, vous la mettez dans la cheminée. Boum. Exactement. Et puis l'aspect final, c'était finalement de supprimer celui à qui elle tient le plus au monde, en se disant je vais le tuer, et au-delà de ça, et il y a un côté presque sadique, je vais le tuer sous tes yeux, parce qu'elle va retrouver le corps, et tellement ensanglantée d'ailleurs que dans un premier temps, quand elle appelle son beau-frère, elle pense qu'il a été tué à coups de couteau, parce que le corps est maculé de sang, et puis je peux vous garantir qu'elle va en rester traumatisée, et que malheureusement, là-dessus, Thomas Junio, il a plutôt bien réussi son coup. Comment est-ce qu'elle se comporte au procès? Alors, elle voit Thomas pour la première fois depuis 4 ans. J'imagine que c'est un sacré face-à-face. C'est pour elle qu'il se retrouve là. C'est pour elle. Elle n'a pas voulu lui donner raison et lui montrer qu'il avait gagné en étant absente au procès. C'est la seule raison qui fait qu'elle vient et qu'elle témoigne. Elle est très angoissée et en même temps, elle veut se libérer de le poids de cette culpabilité parce qu'elle sait que la famille Navrocki lui en veut, consciemment ou pas, du rôle qu'elle a pu jouer. Elle veut venir à l'audience, dire tout ce qui s'est passé, participer quelque part à la condamnation de Thomas Junio en se disant « j'aurais fait ce que j'avais à faire et maintenant je peux tenter de laisser cette histoire derrière moi ». La mère, on n'en parle pas beaucoup dans mon histoire de la mère. Donc son fils est un assassin, son mari comparé pour complicité d'assassinat. Elle a menti. Aux gendarmes, quand on lui a demandé, oui, elle a dit qu'il regardait Danse avec les stars. Comment elle se tient à ce moment-là? Alors, la mère n'est pas à l'audience, parce qu'elle est malade. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de singulier dans cette famille, c'est que Thomas Junio, il va réussir à embarquer toute sa famille dans ce projet criminel. Alors, son père, qui est complice, et c'est rien de le dire, et au-delà de ça, sa sœur, son beau-frère, sa mère, qui sont des gens sans histoire, qui sont tous sauf des voyous ou des criminels, et à qui il va réussir à faire jouer ce rôle qui, effectivement, comme vous l'avez rappelé, lui a presque permis de passer entre les mailles des gendarmes et a permis d'avoir un alibi qui était quasiment parfait. Parce que le frère de Pascal n'aurait pas vu qu'ils étaient deux dans la voiture, probablement que Thomas aurait dit qu'il était tout seul, et le père n'aurait jamais été impliqué. Il y aurait eu des suspicions, ouais. Mais le père, et puis pour l'avoir vu à l'audience, le père, c'est le brave gars du Nord, assez taiseux, comme on dit, qui est tout sauf suspect et qu'on peut mal imaginer en train de se rendre complice de ce genre de fait, alors que, de fait, il aurait pu tout arrêter à chaque instant, et puis surtout, il aurait pu raisonner son fils 100 fois, ce qu'il n'a pas fait. Quand vous dites il a embarqué toute sa famille avec lui, ça veut dire qu'il a ce niveau de perversité-là, ou alors que c'est inconscient? Peut-être un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où son beau-frère et sa sœur ont fini par dire la vérité aux enquêteurs, il a cessé de leur parler. Et encore à l'audience, la sœur était un peu
l'a banni de la famille, puisque plus personne ne lui parle. Personne ne va le voir au parloir, par exemple, pendant ces années d'instruction. Alors, sa mère y est allée au début, avant de tomber malade. Ouais. Le père, évidemment, avait une interdiction de contact. Ouais. Mais il y avait beaucoup de communication épistolaire. Et d'ailleurs, le premier courrier que Thomas Junio va envoyer à son père, qui lui-même est détenu à ce moment-là, il est assez glaçant, parce qu'il lui écrit pour lui dire « Je suis en détention, ça se passe bien. Ici, on m'appelle le chasseur. Les gens savent ce que j'ai fait. Et pour ça, je suis respecté. » Et ça donne quand même un éclairage sur un personnage qui, finalement, a pas beaucoup de remords par rapport au fait qu'ils l'ont embarqué en prison. L'expert psychiatre dit que donc, c'est noué une sorte de relation de dépendance entre le père et le fils, entre le fils et son meilleur ami, entre le fils et Laura, et que c'est ça qui l'amène au crime. Ça vous paraît être une bonne analyse ? On parle d'une relation en losange. Oui, alors je suis assez d'accord avec ça. Peut-être le seul bémol, c'est que je pense que Thomas Junio a réussi à se faire passer pour peut-être quelqu'un d'un peu plus dépendant ou d'un peu plus faible que ce qu'il n'est réellement. Et de la même manière, son père a essayé de se faire passer pour quelqu'un de passif, alors qu'il ressort quand même de son parcours et de sa personnalité qu'il aurait pu arrêter son fils à n'importe quel moment, parce qu'il était peut-être le seul qui avait un semblant d'autorité sur lui. Et que cette figure paternelle, elle a absolument pas joué son rôle. L'idée que le père a tué lui-même a existé, non. N'a pas existé, non, est évoquée, n'est pas évoquée ? Jamais. Non. D'autant que quand il en parle, Thomas Junio, parce que finalement, quand il est démasqué, il va dire les choses assez sincèrement, quand il en parle, il y a tellement de spontanéité que ça ne peut paraître que crédible. Notamment, il va expliquer que il attire son ancien ami en dehors de chez lui, et il dit je lui tire dessus au déboulé. C'est ce qu'il va dire aux gendarmes et aux juges. Ce qui est un terme de chasseur, au déboulé, c'est quand l'animal sort du terrier, sort de son trou. On a un dixième de seconde pour tirer, et le chasseur qui tire au déboulé, il tire pour tuer. Et là, très clairement, quand il choisit ces mots-là, Thomas Junio, il sait exactement de quoi il parle. Il dit cette phrase terrible: quand je me suis couché, je me suis senti mieux. Là, on n'est pas loin du psychopathe. Quand même. C'est une spontanéité qui est assez inquiétante, et qui laisse quand même entendre que il n'y a pas du tout de remords, que finalement, il a fait ce qu'il, selon lui, avait à faire. Je suis ravi d'avoir profité de votre passage à Paris, maître Benoît, cousin du barreau de Lille, pour évoquer cette affaire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.